Après plus de 10 ans de conception et de réalisation, le 21 mai 2015, près de 600 hommes et femmes investissent le nouveau quartier général du PJGN, le pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale. Au sein de laboratoires dotés de nouvelles technologies de pointe, des sections d'experts et d'enquêteurs travaillent quotidiennement à résoudre de grandes affaires, au service de la nation et de la justice, à la recherche de la vérité. Là où il nous fallait du sang de la taille d'une pièce de monnaie, aujourd'hui, il nous faudrait juste une trace de sang de la taille d'une épingle à cheveux. L'affaire Kulik a été le premier dossier qui a inauguré l'utilisation de la recherche en parentèle en France. Avoir un regard uniquement de scientifique ou un regard uniquement d'enquêteur peut biaiser le raisonnement. Donc l'analyse est terminée, on obtient ce qu'on appelle un spectre infrarouge, qui est caractéristique de la peinture que je viens de prélever sur le véhicule de la victime. Les organes génitaux peuvent avoir été protégés de l'action du feu. Dans cette affaire, c'est plus de 600 pistes différentes qui ont été initiées. Péronne, petite ville de la Somme. La brigade de recherche reçoit un appel au milieu de la nuit, signalant un accident de la route. Une voiture a terminé son trajet au milieu d'un champ, après plusieurs tonneaux. Personne à proximité, mais le véhicule appartient à une jeune banquière, Élodie Kulik. Le capitaine Thierry Fouache commandait la brigade à l'époque. Il a suivi le dossier jusqu'à son départ à la retraite en 2013. On part sur un banal accident de la circulation. Par la suite, dès les premières investigations, on va se rendre compte très rapidement qu'on n'est plus sur un accident, mais qu'on est sur une disparition plus qu'inquiétante. On va basculer sur un enlèvement, séquestration en accord avec le parquet. L'hypothèse est d'autant plus sérieuse que les enquêteurs disposent d'une bande sonore terrible. Peu après minuit, Élodie Kulik a téléphoné aux pompiers depuis son portable. 26 secondes durant lesquelles la jeune femme hurle de panique. L'appel s'interrompt brusquement. Derrière les cris, les enquêteurs sont parvenus à isoler deux voix. Deux voix d'hommes qui font craindre le pire. À la recherche de pistes, les gendarmes se concentrent pour le moment sur leur seul élément matériel, la voiture d'Élodie Kulik. Ils essaient de comprendre pourquoi et comment elle a pu faire cette sortie de route. C'était une nécessité de faire expertiser ce véhicule pour connaître les circonstances exactes de cette fameuse nuit. Pour cela, le capitaine Fouache contacte l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. C'est l'une des deux composantes du pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale, dirigé par le général François Daoust. C'est 580 personnes. On a 230 experts scientifiques, on a 250 enquêteurs spécialisés. Le pôle, c'est ça, ce sont d'abord des hommes qui travaillent pour l'ensemble de la gendarmerie, mais pas que la gendarmerie, aussi la police nationale. Ces experts, basés à Pontoise près de Paris, sont mondialement reconnus en matière de criminalistique. Ils se sont spécialisés en balistique, en empreintes génétiques ou encore en médecine légale. Les sciences apportent beaucoup d'éléments, elles apportent des réponses. Parfois même, elles peuvent apporter l'élément incriminant qui va justement donner le coupable. De nombreuses opérations de police technique et scientifique sont actuellement en cours. Ce sont bien évidemment des opérations extrêmement importantes
qui sont engagés, qui surtout ne pourront pas être effectués une seconde fois, d'où l'intérêt de les faire avec beaucoup de soin. La voiture d'Élodie Kulik est envoyée dans les laboratoires du département véhicule de l'IRCGN pour une analyse complète. Les experts recherchent tout d'abord des traces d'ADN ou d'empreintes digitales. Dans le véhicule, pas de traces de sang, donc il semble qu'il n'y ait pas de blessure grave pour Élodie Kulik. Mais on ignore totalement pourquoi Élodie Kulik, qui était quand même une conductrice raisonnable, a fini sa course là, sachant que les experts estiment que la vitesse était de l'ordre de 60 km/h. Donc sur un véhicule en pleine ligne droite, bon, ce n'était pas une vitesse excessive. Les experts ne trouvent pas non plus d'empreintes digitales. Mais l'acte criminel ne fait aucun doute pour les enquêteurs, même si les circonstances du drame restent encore floues. Sur un véhicule qui a fait l'objet d'une poussette, généralement, on a toujours la peinture du véhicule qui poussait, qui reste imprégnée dans le véhicule qui est victime, entre guillemets. Une poussette, c'est lorsque, vous avez un véhicule qui vous suit et tape à plusieurs reprises votre véhicule pour soit vous mettre dans le bas-côté, soit vous obliger à vous arrêter. Et puis donc, à partir de là, vous êtes potentiellement une personne à risque, vous pouvez être agressé. À l'IRCGN, le capitaine Antoine de Vémy est ingénieur chimiste. Il est spécialisé dans l'analyse des peintures et des polymères, ces plastiques qui sont utilisés pour la fabrication des rétroviseurs, des phares ou des pare-chocs. Après d'éventuelles recherches de traces ADN et d'empreintes digitales, nous, ici au département véhicule, on va plutôt regarder si on peut trouver des traces de transfert de matière, polymère ou de peinture, afin de matérialiser l'éventuelle présence d'un véhicule tiers qui aurait pu percuter le véhicule de la personne disparue. Donc on va regarder très précisément les zones de choc éventuelles et par grattage avec un scalpel, on va prélever les traces de peinture qui peuvent avoir été laissées sur le véhicule de la victime. Ce département est l'un des plus importants de l'IRCGN, avec 16 experts en poste et 200 véhicules inspectés chaque année. On va procéder par spectrométrie infrarouge et les spectres obtenus vont être comparés à une base de données européenne afin de déterminer le type, le modèle, éventuellement une teinte commerciale du véhicule qui aurait pu percuter le véhicule de la victime. On a de bons contacts avec Renault et PSA. Nos collègues allemands ont plus de contacts avec les constructeurs allemands. Il y a une collaboration entre les différents laboratoires de criminalistique en Europe et au final, on obtient plusieurs dizaines de milliers de spectres infrarouges. Donc là, l'analyse est terminée. Donc on va lancer une recherche en base de données. Après quelques secondes, le logiciel nous propose une liste de résultats, charge à l'expert de les interpréter de manière très fine et de donner une réponse la plus précise possible. Donc là, on s'orienterait plutôt vers du Volvo. Avec les progrès de la science, les experts du département véhicule ont davantage de moyens à leur disposition. Si la voiture d'Élodie Kulik était analysée aujourd'hui, l'examen serait encore plus poussé. Les véhicules sont de plus en plus équipés de calculateurs que des électroniciens du département véhicule sont capables de faire parler et d'analyser. Ces calculateurs peuvent donner une vitesse, le déclenchement d'un airbag, le déclenchement d'un système de freinage, ce genre de données-là. Ces nouveaux outils auraient pu se révéler très utiles dans l'enquête sur la disparition d'Élodie Kulik. D'autant plus que les résultats des expertises en peinture se sont avérés négatifs. On ne sait pas si les auteurs ont suivi Élodie, si c'est Élodie qui, parce que les conditions météo n'étaient pas très bonnes cette nuit-là, donc est-ce qu'elle a mordu le bas-côté et qu'elle a perdu le contrôle de son véhicule, et ensuite les gens sont arrivés sur les lieux et ont profité de ce moment-là pour l'agresser. Malheureusement, on n'a aucun élément de départ avec ce véhicule. Parfois, on fait des dizaines d'analyses et ça n'apporte rien, sauf pour les enquêteurs. Alors c'est vrai que ce n'est pas quantifiable. On dit, il n'y a pas de résultat positif, donc les sciences n'ont rien apporté là-dedans et n'ont pas permis de résoudre l'affaire. Or, les résultats négatifs sont en soi un résultat.
c'est aux enquêteurs de terrain de tirer les conclusions qui s'imposent et d'orienter leurs recherches en conséquence. Le corps d'une jeune femme, directrice d'une agence de banque à Péronne dans la Somme, a été retrouvé en partie calciné dans un champ. C'est un agriculteur qui se rend à ce fameux samedi pour déverser quelques détritus. Et lorsqu'il arrive sur place, pour lui, c'est un tronc d'arbre. Et lorsqu'il s'approche, il se rend compte que c'est un corps dénudé. Élodie repose sur le dos, les jambes repliées sur le thorax. La partie supérieure est très brûlée, notamment les bras, les mains et la poitrine. Le visage en partie. Le côté gauche permet l'identification formelle. Sur place, on découvre également un préservatif usagé. On découvre un mégot de cigarette. On découvre une serviette avec des taches de peinture. Une chaussette noire d'Élodie qui avait été retirée, ainsi qu'une de ses bottes. Donc, je veux dire, c'est tous des éléments qui vont nous permettre de faire des analyses et d'espérer trouver un ADN. Immédiatement, une autopsie est ordonnée et réalisée à la morgue de Saint-Quentin. Une procédure obligatoire pour comprendre comment la jeune femme est morte. L'autopsie qui a été pratiquée hier sur le corps d'Élodie Kulik confirme l'origine criminelle de son décès et la présence de violences sexuelles. Élodie a été violée, étranglée et brûlée. On ne trouve pas de traces d'un lien autour du cou et vraisemblablement les auteurs ont fait ça à main nue ou avec des gants. Les médecins légistes de l'IRCGN sont très souvent sollicités pour des affaires complexes. Le docteur Michel Masvenet est l'un des 3 médecins légistes en poste. Dans les cadres des agressions sexuelles, il y a plusieurs constatations à faire. Tout d'abord, sur le revêtement cutané, il est important de rechercher des signes de violence, des signes de lutte. Bien entendu, on le complète par un examen gynécologique à la recherche de lésions et notamment également de traces de liquide biologique de type sperme. En fonction des zones brûlées et de l'importance de la crémation et de la carbonisation, eh bien, il y a des éléments qui vont disparaître. Mais il faut savoir que les organes génitaux qui se situent dans la cavité abdominopelvienne peuvent avoir été protégés de l'action du feu et de fait, des prélèvements complémentaires génétiques, bien évidemment, peuvent être réalisés. Les médecins légistes de l'IRCGN disposent aujourd'hui d'outils à la pointe du progrès, notamment un scanner, très utile lors de certaines autopsies. Préalablement à l'autopsie, nous réalisons systématiquement un examen scanner des corps, parfois complété par des examens de radiographie standard qui vont nous permettre de nous guider dans la dissection, notamment, je pense sur des corps qui sont très dégradés, qui sont putréfiés ou carbonisés. Également, je pense au cas balistique. Vous avez parfois, dans des armes à feu à projectiles multiples, type plomb de chasse, vous vous retrouvez avec plusieurs centaines de plombs de chasse au sein, parfois d'un magma de sang, d'organes, de débris tissulaires et osseux. Et si vous n'avez pas cette visualisation tridimensionnelle avant l'acte autopsique, eh bien, il y a des éléments que vous perdez, et notamment des relargages de particules, des concentrations de plomb dans certaines régions données. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. L'intérêt que nous avons ici à l'IRCGN, c'est que nous disposons d'un outil scanner dédié à la médecine légale et qui nous permet en fait de réaliser cet examen. Le scanner est utilisé en médecine légale depuis de nombreuses années. Rares sont les structures qui en possèdent un entièrement dédié aux autopsies. La complexité tient principalement en l'utilisation dans les instituts médico-légaux du plateau de radiologie de l'hôpital. Évidemment, pour des questions de croisement de personnes vivantes et de personnes décédées, la médecine légale ne peut bénéficier de cet outil que très tôt le matin ou très tard le soir. Dans les années à venir, d'autres appareils d'imagerie devraient faire leur entrée dans les salles d'autopsie. L'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, est plus performante pour certains organes que le scanner. La deuxième chose, c'est l'exploration de l'arbre vasculaire humain.
Ça peut être quand même très intéressant d'identifier les lésions qui ont été générées, que ce soit par l'arme blanche ou l'arme à feu, notamment en termes de trajectographie et de reconstruction de l'acte criminel. Ça, ce sont par exemple 2 techniques qui sont très novatrices et qui rentrent en fait dans le cadre de ce qu'on appelle la virtopsie, qui est l'autopsie entre guillemets virtuelle. Un viol, un meurtre à main nue. L'autopsie d'Élodie Kulik aura permis de mettre en évidence l'acharnement avec lequel ces agresseurs ont agi. Les enquêteurs s'interrogent. Est-ce que c'est dans le milieu proche? Est-ce que c'est un ami, un ex-ami, quelqu'un de son entourage professionnel, un client mécontent? Ou malheureusement, elle était là au mauvais moment. L'hypothèse, c'est qu'on est certainement en face d'un meurtre crapuleux avec une extrême violence. Toutes les hypothèses font l'objet de vérifications approfondies et de nombreux enquêteurs et des moyens très importants de police technique et scientifique sont actuellement mis en œuvre. La PTS, la police technique et scientifique, vient soutenir l'enquête. Les agresseurs d'Élodie Kulik n'ont pas réussi à effacer toutes leurs traces. Ils ont laissé plusieurs indices près du corps. Tous les éléments sont adressés dans différents services pour recherche d'ADN. Le préservatif intéresse tout particulièrement les enquêteurs, puisqu'il pourrait permettre de remonter jusqu'à l'auteur du viol. Le commandant Sylvain Hubac est le chef du service central d'analyse génétique de l'IRCGN. Chaque mois, 11 000 prélèvements sont analysés dans son laboratoire. Ils sont manipulés avec beaucoup de précautions. Le moindre contact avec les prélèvements pourrait les contaminer. La première étape, avant de faire même un prélèvement ADN, c'est d'assurer sa traçabilité au laboratoire pour être sûr que le résultat qui va être obtenu est un résultat fiable et correspond bien à l'objet qui a été analysé. Pour ça, on va associer à chaque objet un identifiant code-barre unique. Cet identifiant code-barre va donc suivre la vie du prélèvement, de sa réalisation jusqu'à l'obtention du résultat et la transmission même de ce résultat. Les prélèvements sont réalisés à l'aide d'un écouvillon qui va permettre de prélever le matériel biologique présent à la surface de l'objet que l'on a analysé. Donc c'est ce qu'on appelle l'étape d'échantillonnage. On va échantillonner, là en l'occurrence une brosse à dents, on va se focaliser sur les zones qui ont le plus servi ou qui ont été le plus en contact avec de la matière biologique. Donc les poils par exemple, le manche, etc. L'intégralité du matériel biologique qui a été prélevé sur la brosse à dents est maintenant piégée dans les poils de l'outil. Et l'étape qui va suivre est l'étape d'extraction d'ADN. Cette extraction est réalisée à partir de l'ensemble des réactifs qui composent ce kit. Plongés dans les réactifs, les brins d'ADN se décrochent de l'écouvillon, tandis que les autres molécules sont détruites afin de ne pas interférer dans le résultat. Ceci est réalisé principalement sur les plateformes robotiques qu'on a à disposition dans le laboratoire. C'est un processus aussi qu'on a automatisé pour pouvoir en réaliser plusieurs centaines par jour. Ensuite, il faut les amplifier par millions. Et enfin, il faut qu'on puisse visualiser ce qu'on a amplifié. Et pour cela, donc, on a une troisième étape où il y a un séquençage de l'ADN permettant ainsi de révéler l'empreinte génétique de l'individu. Chacun a une empreinte génétique différente, hormis dans le cas de vrais jumeaux. Dans l'affaire Élodie Kulik, c'est donc avec certitude que les experts l'affirment. L'ADN retrouvé sur le préservatif est bien le sien. L'analyse a aussi permis de révéler un autre ADN. Il faut maintenant trouver à qui il appartient. Dire que ça va se résoudre très rapidement serait prétentieux. Disposant d'un ADN de la carte d'identité génétique de l'auteur, on part avec une bonne base de travail. On a un élément probant pour confondre l'auteur de ce méfait. L'ADN nucléaire, c'est la signature d'un individu en criminalistique, la signature génétique de l'individu. À l'heure actuelle, telle qu'on l'utilise, son analyse porte sur 16 marqueurs, voire 18, mais cet ADN, pris seul, s'il n'est pas comparé, ne vous apportera aucune information.
Avant de rentrer dans la gendarmerie, le chef d'escadron Emmanuel Van Hoy a étudié la biologie moléculaire. On peut le comparer soit avec les profils génétiques des suspects, soit avec les profils génétiques qui sont contenus au sein du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Le FNAEG compte aujourd'hui 3 400 000 signatures. Il compile les profils de tous les mis en cause par la justice, ainsi que les empreintes inconnues retrouvées sur des pièces à conviction après un meurtre, un viol ou un délit. Tous ces objets sont mis sous scellé. Ils sont conservés à l'IRCGN, dans le service où travaille Élodie Missiou. Les premiers à avoir en fait créé une base de données, ce sont les Britanniques, ont suivi les Allemands et les Néerlandais. Et la France, elle, il a fallu attendre 98 et l'affaire Guy Georges pour qu'on se dote d'un fichier qui mette en commun des profils d'auteurs connus avec des traces relevées sur des scènes d'infraction. Il a fallu attendre le 26 mars 1998 pour mettre un nom sur celui que les médias surnommaient le tueur de l'Est parisien, Guy Georges. Pendant 7 ans, il a semé la terreur dans la capitale. 7 jeunes femmes violées et tuées, 13 autres agressées. Voyant l'urgence à agir, le juge Thiel avait demandé l'aide de tous les laboratoires de criminalistique. Le but ? Comparer l'ADN retrouvé sur les scènes de crime à toutes les empreintes génétiques présentes dans les archives. Une initiative totalement en dehors de la procédure. Et on a trouvé ici le code génétique de Guy Georges qui correspondait à celui du tueur d'Est parisien. L'identification de Guy Georges a été un soulagement, mais ce fut également une grande déception, puisqu'on s'est aperçu que cet individu, nous l'avions depuis 1995 dans nos dossiers et que nous ne l'avions pas identifié dans cette période qui a duré presque 3 ans. 3 ans pendant lesquels les experts ont réétudié plus de 2000 profils d'agresseurs sexuels avant de tomber sur celui de Guy Georges. Il sera interpellé 2 jours plus tard. Dans l'affaire Guy Georges, donc on s'était rendu compte qu'il y avait une sérialité, on avait plusieurs victimes et on s'était dit que si à l'époque on avait été doté d'un tel fichier, au lieu d'avoir 7 victimes, on n'aurait eu que 5. Au départ, on prélevait essentiellement des individus qui avaient été condamnés pour des infractions de nature sexuelle. Donc on avait un champ d'application relativement restreint. Aujourd'hui, l'idée, c'est plus on a de profils, plus le fichier sera efficace. Nous avons là la possibilité d'identifier rapidement soit un phénomène sériel, ou en tout cas un cambrioleur ou un délinquant en série qui recommence. Donc ce fichier est vraiment très important. Et tout est basé sur cette signalisation en amont de tous les délinquants qui se font attraper à un moment. En gros, nous avons presque une préconstitution de preuves avant qu'ils ne récidivent. En plus du fichier à proprement parler, il a fallu trouver des solutions pour stocker ces scellés. Il en arrive 2500 chaque mois dans ce service. Conservés pour la plupart sous température contrôlée, ils attendent qu'un jour peut-être, quelqu'un demande leur réexamen. Comme dans l'affaire Jacquemer. Le 31 janvier 1987, une jeune femme de 22 ans, Nelly Aderer, est retrouvée démembrée. Un témoin met en cause un certain Jacquemer. Ce dernier nie. Les enquêteurs n'ont rien, aucune preuve pour le relier au meurtre. Les jurés des assises ont bien du mal à se faire une conviction. Après l'avoir déclaré 2 fois coupable, ils acquittent finalement Jacquemer en 2008. C'est bouleversant. Mais on est vraiment heureux, comblés. Il aura fallu 3 procès. Depuis, la science a progressé. En 2014, les experts réussissent à analyser une toute petite trace d'ADN, trouvée à l'intérieur du jean de Nelly Aderer. Une trace à l'époque inexploitable. L'ADN qui en est extrait est bien celui de Jacquemer. Cela signifie qu'on a la preuve matérielle qui a manqué pendant 3 procès.
Cette nouvelle information nécessiterait l'ouverture d'un complément d'enquête. Mais la loi est ainsi faite. Après 3 procès, Jacques Maire ne peut plus être poursuivi dans cette affaire. Là où il nous fallait du sang de la taille d'une pièce de monnaie, aujourd'hui il nous faudrait juste une trace de sang de la taille d'une épingle à cheveux. Et donc ce qui n'était pas possible autrefois l'est aujourd'hui. Donc tous ces scellés sont conservés pendant une durée de 40 ans. Depuis sa création, il y a eu environ 170 000 rapprochements effectués au sein de la base de données. Alors aussi bien des rapprochements traces individus, donc on a pu en fait identifier l'auteur d'une infraction, et également des rapprochements entre traces, pour éventuellement rattacher des procédures entre elles et orienter les enquêteurs. Les progrès de la police technique et scientifique ou de la criminalistique sont des progrès qui sont par saut, un petit peu comme la science. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, on a trouvé tout d'un coup des méthodes qui semblaient extraordinaires et novatrices pour lutter contre la criminalité et essayer d'identifier les criminels à travers ce qu'ils pouvaient laisser sur une scène de crime. Donc ce sont des sauts de puce qui se font ainsi les uns derrière les autres concernant les poisons, concernant la toxicologie, concernant aussi des traces d'outils, concernant la balistique. On pouvait enfin apporter des réponses sur des traces qui étaient laissées. Ce n'était plus l'aveu qui était la reine des preuves, mais l'élément matériel qui venait conforter un aveu possible. Aujourd'hui encore, les experts sont à la recherche de nouvelles méthodes pour combattre plus efficacement le crime. La science, au sein de la justice, c'est comme une course à l'armement. Les séries existent, mais les délinquants les regardent aussi, et rapidement, ils ont des moyens pour essayer d'effacer des traces et faire en sorte que la prochaine fois qu'ils agiront, ils ne puissent pas laisser tous ces éléments. Notre travail, c'est de trouver de nouvelles traces auxquelles ils n'auraient pas pensé. C'est du côté de la génétique que la criminalistique s'apprête à faire le bond le plus spectaculaire. Les experts sont en train de mettre au point le portrait robot génétique. J'ai donc entré les séquences codantes dans le logiciel pour mon échantillon biologique de référence. Et maintenant que toutes les données sont entrées, je n'ai plus qu'à cliquer ici. En l'espace de quelques secondes, je vais obtenir ce résultat. Donc ici, très clairement, qu'est-ce que j'obtiens? C'est que très certainement, l'individu à l'origine de ce profil génétique a les yeux bleus, et qu'il serait susceptible d'avoir les cheveux roux, mais avec une teinte de cheveux plutôt claire. Le portrait robot génétique, c'est à la fois un grand fantasme et c'est une réalité. Alors, pourquoi c'est un grand fantasme? C'est parce qu'on a l'impression immédiate qu'à travers le génotype d'un individu, on va avoir carrément sa photographie. Le domaine de la réalité, c'est qu'effectivement, le portrait robot génétique est en capacité actuellement de donner des orientations sur la couleur des yeux, sur la forme des oreilles, sur la forme du menton, voire sur la couleur des cheveux, ou le fait que la personne puisse être porteur d'une calvitie naissante à partir d'un certain âge, etc., etc. Je peux également les travailler sur l'origine géoethnique, et actuellement, je suis en train de procéder à l'étude de tout ce qui porte sur la morphologie du cheveu, c'est-à-dire le cheveu frisé, raide, et ainsi de suite, et également les taches de rousseur. Concernant les autres paramètres plus discriminants, comme par exemple la stature, et ainsi de suite, pour l'instant, c'est à l'étude par la communauté criminalistique. Deux meurtres en 6 mois, un même mode opératoire et dans la même région. Les enquêteurs d'Amiens se posent des questions. Les 2 victimes sont 2 jeunes femmes. Patricia Leclerc, une étudiante de 19 ans, a été agressée sur une route de campagne au moment où elle rentrait chez elle. C'est là, c'est tout proche, ça peut arriver à nos gamins, à notre femme, on va même plus oser sortir si ça continue à ce tarif-là. Puis on prend ça à l'affaire de Péronne, bien sûr. Un mois plus tard, nouvelle victime. Christelle Dubuisson, 18 ans. Les enquêteurs sont maintenant sur les traces d'un tueur de la Somme.
Encore faut-il prouver qu'il est également le meurtrier d'Élodie Kulik. Au moment des faits donc, de Patricia Leclerc, quelques semaines, dont je crois 3 ou 4 semaines après la découverte du corps, les experts nous avisent qu'effectivement il y a un ADN. Lorsqu'on reçoit le résultat d'ADN, on peut déjà dire que c'est un ADN différent de celui d'Élodie Kulik. Les résultats coïncident avec l'hypothèse des gendarmes qui, depuis le début, recherchent un duo de meurtriers. L'ADN retrouvé lors du meurtre de Patricia Leclerc est comparé aux empreintes génétiques du FNAEG. Cette fois-ci, la chance est du côté des enquêteurs. Le fichier permet un rapprochement. L'homme vient de passer 17 ans en prison pour viol. Il s'appelle Jean-Paul Lecomte. D'entrée, cet individu a été signalé par des collègues début juillet pour nous dire qu'il était sorti de maison d'arrêt et qu'il vivait sur Méholt, donc dans le fameux triangle où on avait eu les 3 meurtres commis entre Élodie, Patricia Leclerc et Christelle Dubuisson. En revanche, les enquêteurs n'ont aucun élément matériel pour affirmer que Jean-Paul Lecomte est impliqué dans le meurtre d'Élodie Kulik. Pour le soir du 11 janvier 2002, il a un solide alibi. Vérification faite après auprès de la maison d'arrêt de Bapaume, et à la date des faits, il était bien incarcéré et n'avait eu aucune permission de sortie. Donc il était totalement mis hors de cause pour le dossier Élodie Kulik. Les enquêteurs ne peuvent donc pas raccrocher l'affaire Élodie Kulik aux 2 autres meurtres. Pour eux, la déception est grande. Donc on repart à zéro, mais sachant qu'on avait l'ADN de l'auteur, d'un des auteurs d'Élodie. Et puis il n'y avait que 6 mois d'enquête, donc il fallait garder espoir. 6 mois qui vont se transformer en 10 ans de travail. 10 ans pendant lesquels les gendarmes de la section de recherche d'Amiens continuent à explorer toutes les pistes possibles. Vous avez une multitude d'investigations. On avait notamment le travail qui était fait sur toute la téléphonie, puisqu'on disposait de l'information, c'est qu'Élodie avait passé son appel téléphonique sur le lieu de l'accident, mais aussi on avait un autre lieu de découverte du corps, et pour ces 2 lieux, c'était des relais différents. Donc on a contacté les opérateurs pour avoir tous les appels reçus ou émis sur ces 2 relais. Et ensuite, on est parti sur un travail de fourmi pour notamment déjà les gens qui avaient déclenché les 2 relais le soir des faits. À partir de là, on s'intéresse à eux, sachant qu'on dispose d'un ADN. Donc c'est un élément probant de vérification. On entend les gens, on les prélève et on compare. Vincent, concernant le renseignement qu'on a eu sur une personne qui aurait violé récemment au mois d'août, est-ce qu'on a pu savoir le nom? Son nom, ouais. Et tu regardes tout ce qui peut nous intéresser, notamment l'affaire Kulik. Dans cette affaire, c'est plus de 600 pistes différentes qui ont été initiées, sachant qu'une piste c'est pas qu'une simple audition. Je veux dire, c'est un environnement de la personne, ça peut être également des surveillances techniques. Donc chaque piste nécessite plusieurs semaines d'enquête, quoi. On peut tout imaginer. Secret de famille, des copains liés par un pacte du silence, des gens qui sont décédés depuis, tout est possible. Au total, ce sont plus de 10 000 actes de procédure qui s'accumulent dans les locaux de la section de recherche d'Amiens. Alors au démarrage, c'est 18 enquêteurs qui travaillent à temps complet sur le dossier. Et c'est perdure durant au minimum pendant 3 ans. Ils ont été à 18 à ne travailler que sur ce dossier. Le sort s'acharne contre la cellule Kulik. La trace d'ADN retrouvée sur le préservatif reste muette. La reine des preuves n'est ici d'aucune utilité. L'idée d'exploiter l'ADN à des fins policières, c'est un chercheur britannique qui l'a eu. Il s'appelle Alec Jeffries. Et là, c'est une explosion vraiment, à tel point que pendant un moment, c'était même inquiétant pour les criminalistes, parce que on ne s'occupait plus des autres traces. Les autres traces étaient négligées.
Une trace d'outil, ça servait à quoi à partir du moment où on avait un ADN? Tout le monde considérait à cette époque-là que c'était la reine des preuves parce que l'ADN, lui, ne pouvait pas mentir. Il faut prendre l'ADN comme un indicateur de présence, et donc un moyen de poser des questions à des personnes quant à la présence de leur signature génétique. Ensuite, bien entendu, si elle vous donne des explications fantaisistes ou incohérentes, eh bien là, vous apercevez que cette présence de profil génétique relève plutôt, j'allais dire, d'un lien avec une infraction que d'une simple présence par accident. Les enquêteurs n'avaient jamais baissé les bras. Eh bien, un crime qui avait marqué l'opinion vient d'être en partie élucidé 10 ans après. Un suspect du meurtre d'Élodie Kulik a été identifié grâce à l'ADN. À l'époque, c'est Emmanuel Famoy qui apporte la solution à cette affaire. Une solution inédite et audacieuse. En 2002, il est encore un tout jeune officier et vient de faire un passage par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. J'ai travaillé 3 ans dans ce service avant d'être muté en section de recherche à Amiens, où là je me suis occupé à partir de 2010 plus particulièrement de l'affaire Kulik et où j'ai mis en place la recherche en parentèle. Tous les officiers de l'IRCGN sont des scientifiques de formation qui, au cours de leur carrière, passeront plusieurs années dans des unités de terrain, comme n'importe quel enquêteur. J'ai vu les limites de l'ADN, parce que j'en étais l'utilisateur final. Je voyais comment il fallait le manipuler, ou au contraire, comment il ne fallait pas le manipuler, de façon à apporter un service efficace en termes d'enquête, et donc de service rendu aux victimes. L'idée de la recherche en parentèle, c'est qu'en définitive, si je ne dispose pas d'un individu qui correspond en tout point à mon profil génétique au sein du FNAEG, peut-être que je vais avoir un parent biologique qui va s'approcher des caractéristiques du profil issu de la scène de crime. Et c'est tout simplement comme ça, en disposant d'un parent biologique et en tentant de remonter sur la bonne famille, qu'on va établir la recherche en parentèle. Ce parent biologique peut être le père, la mère ou un frère. Le rapprochement réalisé via le FNAEG permettra alors de remonter jusqu'au coupable et de résoudre des affaires qui se trouvaient jusqu'alors dans l'impasse. Très concrètement, la recherche en parentèle, c'est utiliser les lois de la génétique. Un individu, c'est 50% du profil génétique de son père et 50% du profil génétique de sa mère. Dans le cas présent, on va prendre donc le profil génétique issu de la scène de crime et on va regarder quels sont tous les autres profils génétiques qui lui correspondent pour moitié. Et évidemment, dès qu'on aura un match, le fichier va nous soumettre le nom du possible parent biologique. L'affaire Kulik a été le premier dossier qui a inauguré l'utilisation de la recherche en parentèle en France. À ma grande surprise, ça n'était pas encore fait. Je suis passé par un contact aux États-Unis. Il m'a expliqué qu'aux États-Unis, ils recouraient déjà à la recherche en parentèle dans le cadre aussi bien de crimes que de délits, et il m'a fait part de son retour d'expérience en la matière. Rapidement, je me suis aperçu que scientifiquement, c'était faisable, et que juridiquement, rien ne s'opposait à ce type de recherche. Comme ça s'écrivait dans le cadre d'une instruction criminelle, on voulait sécuriser la procédure. Ça a été la volonté du juge et également la volonté, je dirais, de tous ceux qui participaient au dossier. Une demande a donc été soumise par le biais de notre hiérarchie au ministère de la Justice, qui a fait l'étude juridique nécessaire sur ce nouveau procédé. Et à l'issue d'une période de débat et surtout d'une étude fructueuse, on nous a expliqué qu'en fait, rien n'était interdit et que donc nous avions le droit de réclamer ce type de recherche. Il fallait y penser. C'est surtout une prouesse intellectuelle que de dire « mais nous avons d'autres possibilités, il faut y penser ». Au départ, nous avons eu plusieurs centaines de profils que nous avons triés par ordre de pertinence scientifique et très rapidement, nous sommes arrivés sur celui qui nous intéressait le plus. En relançant la comparaison grâce à cette méthode, les enquêteurs tombent sur le profil d'un homme qui habite dans la région. Commence alors tout un travail d'enquête sur l'environnement de cet individu. Lorsque on a un retour positif sur cette recherche d'ADN apparenté, on a dit ça y est, on le tient à ce fil, ce fameux fil qu'on cherche depuis 10 ans. Donc on commence les investigations notamment sur le secteur où résidait la personne qui avait été ciblée.
C'est le fils de cet homme qui intéresse les enquêteurs et qui pourrait être le meurtrier d'Élodie Kulik. Grégory Viard, un jeune plombier âgé de 23 ans au moment des faits. Forcément, on sait que ça ne va pas ramener les morts, mais par contre, on est très content d'apporter une réponse à la famille. Je ne réalisais pas que ça ouvrirait une brèche. Bon voilà, je n'en mesurais pas la portée. Par contre, lorsque je vois désormais que c'est utilisé dans le cadre d'autres dossiers criminels qui ont donné lieu à des succès, je pense en particulier à l'affaire du violeur de la forêt de Sénart, bien entendu, en tant qu'enquêteur, je ne peux que me réjouir. Le 28 décembre 2015, un homme est arrêté, après 20 ans de traque par toutes les unités de police et de gendarmerie d'Île-de-France. Il aurait violé ou agressé sexuellement une cinquantaine de femmes dans la forêt de Sénart entre 1995 et 2001. Toujours le même mode opératoire, une promeneuse ou une joggeuse qui l'attend sur le bord d'un chemin en simulant la panne de son deux roues. De l'ADN avait été retrouvé sur 14 victimes. La comparaison avec le FNAEG n'avait rien donné. L'enquête s'était soldée par un non-lieu en 2005. Les policiers se sont donc inspirés de l'affaire Kulik pour lancer une recherche par parentèle. Le profil du frère, fiché au FNAEG, a permis de remonter jusqu'au présumé violeur. Dans l'affaire Élodie Kulik, le succès de la recherche par parentèle ne signera pas l'arrestation du meurtrier présumé. On a l'information qui tombe que Grégory Viard est décédé. Et on se dit, on repart à zéro. Grégory Viard est mort dans un accident de la route quelques mois après le meurtre d'Élodie Kulik. Pour vérifier si l'ADN du préservatif est bien le sien, il faut procéder à l'exhumation de son corps. La méthode est fiable, il suffit de trouver de la matière pour faire un prélèvement. Ça peut être de la peau, ça peut être des cheveux ou sinon ça peut être de l'os, effectivement. La comparaison de l'ADN est positive. Pour la cellule Kulik, c'est une partie importante du dossier qui se referme, mais le travail n'est pas terminé. Ils espèrent maintenant identifier le complice de Grégory Viard. L'idée, c'est effectivement de trouver très rapidement ses fréquentations et l'individu qui aurait pu être présent avec lui au moment des faits. Donc c'est un retour en arrière, un rétropédalage, et se dire maintenant qui est-ce qui fréquentait à cette époque-là. Donc c'est un travail titanesque à reprendre sur les gens, sa compagne, s'il avait une compagne, ses amis, ses relations de travail, ses fréquentations. Je suis persuadé maintenant qu'on va les retrouver. On a retrouvé malheureusement un qui est décédé, mais bon, il n'y a pas de doute, on va retrouver les complices. Les attentes des familles de victimes sont vraiment prégnantes. Elles attendent beaucoup et qui veulent tout et rapidement. C'est normal, nous sommes très régulièrement confrontés à ces familles. Ce qu'il faut d'abord, c'est une sérénité scientifique. Parce que très souvent, on veut des résultats, et des résultats qui arrivent, qu'on veut toujours plus rapides, au risque de faire des erreurs pour donner une réponse rapide. Les enquêteurs ont un élément pour retrouver ce deuxième homme. L'appel qu'Élodie Kulik a passé aux pompiers la nuit de sa mort. Encore faut-il réussir à exploiter cet enregistrement où plusieurs voix se chevauchent. On entend les cris de la victime. On sent que la victime est affolée. L'appel est terrible. Et on sent que derrière, il y a un certain sang-froid des auteurs aussi. Et peut-être éventuellement un accent picard, voire du Nord. Les différentes expertises, parce qu'il y a eu plusieurs expertises qui ont été faites sur cette bande. Donc on a déjà la mise en évidence de 2 voix masculines. Ça, c'est certain. Et peut-être une voix qui a l'air d'être un peu plus autoritaire. Donc comme s'il y avait parmi ces 2 voix masculines, quelqu'un qui était un meneur et quelqu'un qui était un suiveur. Ces expertises ont été menées à l'IRCGN, au département Signal Image Parole, où travaille le capitaine Michael de Miras.
On traite de toutes les questions de traitement du signal, appliquées à différents domaines. Le domaine de l'audio et de la vidéo, le domaine de la modélisation de scènes de crime, ainsi que les recherches par signaux radar. Le département est sollicité dans tout type d'affaires, dans le cadre de trafic de stupéfiants par exemple, ou alors dans des ordres de faux virements, dans le cadre d'affaires de col blanc, où là on a à mettre en œuvre la comparaison de voix. On va bien évidemment travailler sur des supports qui nous sont fournis par les enquêteurs et qui bien généralement proviennent de systèmes de vidéoprotection, un téléphone, des vidéos que l'on trouve un peu partout maintenant. On a même des réseaux sociaux qui sont dédiés au son, où les gens laissent des messages vocaux. Donc ce sont aussi des sources qui peuvent alimenter nos travaux. Pour réussir à décrypter l'appel d'Élodie Kulik, les experts doivent supprimer les bruits parasites et des bruits de frottement afin d'isoler au mieux les différentes voix. Dans le cadre de cette affaire, il s'agissait vraiment de mettre en évidence des propos qui étaient tenus entre différents protagonistes pour faire émerger des éléments utiles à l'enquête. Les procédés techniques que nous mettons en œuvre sont assez généralistes et ils vont vraiment dépendre du bruit que l'on va rencontrer sur l'enregistrement en question que l'on a à traiter. Donc ça va être soit prendre des empreintes du bruit au moment où on n'a que du bruit et essayer de le retrancher au signal pour faire ressortir le signal utile, soit mettre en œuvre des techniques plus complexes où on va décorréler différents types de bruit afin de mettre en évidence le bruit qui est utile. Tout va dépendre vraiment du type de bruit que l'on souhaite traiter. Grâce à ce traitement, les voix sont plus claires. L'enregistrement est alors soumis à plusieurs témoins qui affirment reconnaître la voix du meilleur ami de Grégory Viard. Il s'appelle Willy Bardon. L'unicité de la voix n'est pas établie. En revanche, on se rend bien compte qu'avec ses proches, que l'on reconnaît facilement les gens par la voix, au téléphone, quand ils nous appellent. Donc dans un environnement fermé, la voix est un élément de reconnaissance comme un autre et qui est plutôt performant. Après, la difficulté de la voix par rapport à d'autres modalités biométriques, c'est que la voix varie beaucoup. Elle varie selon plusieurs facteurs, des facteurs qui sont plutôt endogènes, parce que la voix vieillit, parce que suivant l'émotion, suivant l'humeur, la voix n'est pas la même. Le contexte aussi fait que la voix peut être différente. Les progrès de la technologie dans ce domaine sont fulgurants. Les experts sont aujourd'hui dotés d'outils informatiques très pointus pour procéder à des comparaisons de voix plus fiables. La comparaison de voix par un système automatique, elle repose sur la comparaison en fait, de systèmes plutôt morphologiques qui sont liés au conduit vocal. Donc en fait, chaque individu a un conduit vocal qui est différent. Donc un système qui repose là-dessus sera capable de différencier deux personnes avec des conduits vocaux qui sont à peu près différents. Aujourd'hui, les experts attendent beaucoup de ces nouveaux logiciels. Le débat autour de l'analyse vocale reste houleux dans les salles d'audience. C'était déjà le cas il y a 30 ans. Le 16 octobre 1984, lorsque l'on retrouve le petit Grégory noyé dans la Vologne, pieds et poings liés, la famille Villemain est harcelée par un corbeau depuis déjà 4 ans. Il revendique même le meurtre par téléphone. 3 expertises se succèdent pour identifier ce corbeau à la voix rauque. Les résultats sont contradictoires. Est-ce un homme de plus de 45 ans, une femme qui maquille sa voix ou 2 personnes? L'analyse vocale n'aura hélas pas permis de lever le mystère qui plane sur cette affaire depuis plus de 30 ans. Dans l'affaire Élodie Kulik, l'enregistrement sera sans doute l'un des principaux points de débat lors du procès de Willy Bardon. Les experts de l'IRCGN viendront défendre leur travail à la barre, 15 ans après les faits. Au début de l'enquête, on n'avait pas grand-chose. Un ADN qui n'était pas fiché. Et puis la bande sur laquelle Élodie appelle. Et ces 2 éléments ont permis de trouver les assassins de ma fille. Au moins 2 déjà. Si les faits se passaient aujourd'hui, je suis persuadé qu'elles seraient traitées de la même manière. Par contre, le gros avantage, c'est qu'on aurait l'ADN apparenté qui aurait été mis en évidence. Vous avez le prélèvement ADN qui est réalisé fin janvier, vous avez l'ADN.
Mi-février, vous avez le nom de l'ADN apparenté. Fin février, vous avez le nom de l'auteur. 2 mois, au lieu de 12 ans. Aujourd'hui, l'affaire Élodie Kulik reste un des plus beaux succès de l'IRCGN. Grâce à cette synergie entre l'expertise scientifique et la connaissance du terrain. La richesse de passer par le PJGN et par l'IRCGN, c'est d'avoir aussi des experts qui peuvent être reconvertis en enquêteurs, mais avec un regard scientifique sur le terrain. Comme ce jeune expert en ADN, qui est reparti faire un temps de commandement dans une unité d'enquête, dans une section de recherche. C'est la particularité de notre institution, c'est qu'on alterne ces postes opérationnels et administratifs de façon à toujours apporter cette vision globale, qui vous permet de rendre un service toujours plus efficace. En fait, j'ai fait le trait d'union entre mes connaissances passées acquises au sein du service central de préservation des prélèvements biologiques et l'expérience que je vivais en tant qu'enquêteur. Avoir un regard uniquement de scientifique ou un regard uniquement d'enquêteur peut biaiser le raisonnement. Quand vous croisez les deux, vous enrichissez automatiquement l'enquête.